on traduit. Et par là se reconstitue la philosophie grecque complète, presque complète, à une époque où, par exemple, dans l'Occident chrétien, le savoir antique a entièrement fait naufrage, où les livres sont devenus rares et où la culture supérieure a pratiquement déserté l'espace social, politique et religieux. Donc on a là quelque chose de tout à fait exemplaire et fascinant d'un certain point de vue. Au fond, on peut dire que grâce à cette maison de la sagesse qui réalise en quelques années ce programme de traduction, le monde arabe s'approprie littéralement la culture des Grecs, la poursuit, la développe et entre véritablement dans l'histoire de la philosophie qui n'est pas une histoire européenne ou une histoire grecque, c'est une histoire plurielle et cette pluralité commence à Bagdad. Tous les mardis, le calife convie les savants présents à Bagdad pour une journée de réflexion. Cette journée commence par les ablutions d'usage, se poursuit par un repas, puis se prolonge par des débats ouverts sur les questions d'actualité, de philosophie et de science. Al-Ma'amoum partage avec ce cénacle ses interrogations, ses intuitions et même ses doutes. La maison de la sagesse de Bagdad devient un exemple à suivre. Elle essaime dans de nombreuses villes de l'islam, et cette fois non seulement chez les princes, mais aussi chez de grands notables, des hommes de culture, des médecins. De la bibliothèque royale, on passe à la bibliothèque publique, puis à la bibliothèque privée. Et c'est à ce moment-là que la langue arabe, appelée à épouser la complexité des savoirs philosophiques et scientifiques, accomplit sa deuxième métamorphose. Le message prophétique a donné à cette langue sa puissance incantatoire. Les grammairiens du IXe siècle vont apporter à son répertoire profane une richesse et une rigueur exceptionnelles. Les savants, d'où qu'ils viennent, doivent se mettre à apprendre cette langue pour participer au mouvement. Al-Biruni raconte « J'ai été élevé dans une langue, celle du Khorezm, où la science se trouverait aussi à l'étroit qu'un chameau dans une gouttière. Je me suis donc mis à apprendre l'arabe et le persan. Mais notre religion et l'empire sont arabes. C'est pourquoi les sciences de toutes les régions du monde ont été traduites dans la langue des Arabes. Aussi se sont-elles embellies, ont-elles pénétré les cœurs, et la beauté de la langue a coulé dans les veines et les artères de tous. » Il y a un engouement général pour la lecture, pour le savoir. Il est favorisé par l'introduction et la diffusion du papier, selon des techniques importées de Chine. Les copistes disposent alors d'un matériau léger, solide et beaucoup moins onéreux que le papyrus et le parchemin. Le commerce de manuscrits se développe. Les boutiques de libraires, ouvertes à tout public, se multiplient. Le livre devient le vecteur d'un mouvement intellectuel qui touche à tous les domaines du savoir. C'est ainsi que l'inestimable gisement des manuscrits grecs, que l'Europe avait oublié et que Byzance se refusait à exploiter pour des raisons dogmatiques, peut réintégrer dans la langue des Arabes le flux vivant de la pensée universelle. On assiste à l'émergence d'une figure prestigieuse, celle du savant total, de l'érudit tout-terrain, à la fois grand voyageur, philosophe, musicien, mathématicien, astronome. Précurseur des encyclopédistes du XVIIIe siècle, ces savants abordent librement tous les sujets intéressant les fondements de la cité, en même temps qu'ils pratiquent la médecine, la chimie ou la botanique. À leurs yeux, l'islam n'oppose pas la raison à la révélation. Au contraire, l'islam tient la raison pour un irremplaçable instrument de la pensée.
Il lui assigne même pour mission d'éclairer la révélation. L'islam ne se présente pas comme une religion irrationnelle. Il y a des aspects dans le Coran, c'est bien connu, qui prônent la réflexion. Et les sciences islamiques s'étaient déjà formées, étaient rompues à la discussion, etc. Donc ce n'était pas... il y avait toute une armature rationnelle. Mahmoud, il a voulu, je pense, si on prend le problème de ce point de vue-là, sa décision politico-culturelle a consisté à introduire un usage de la raison que les musulmans n'avaient pas inventé, qui avait été inventé par d'autres, mais qui pouvait avoir son intérêt. Et ce qui me confirme dans cette idée, c'est un passage d'ailleurs assez connu du philosophe Al-Kindi, qui a été d'ailleurs très bien en cours auprès de Mahmoud. Au début de son livre de la philosophie première, il donne son programme, et son programme philosophique, son programme de philosophe, c'est de rassembler tout ce que les philosophes ont trouvé dans les temps précédents, de faire passer cela en arabe, de le mettre à la portée de l'époque, et de cette façon-là, de compléter la philosophie. Et qu'est-ce que ça veut dire compléter la philosophie? On le voit par l'intention générale de son œuvre, c'est retrouver ce qui a été inspiré aux prophètes d'un seul coup, et que les hommes mettent des siècles à retrouver. Je crois qu'il y a un ajustement entre les mentalités. Il y a aussi une soif de connaître que je crois la révélation, le message coranique encourage, justifie et impose d'une certaine manière aux esprits qui en sont capables. La révélation coranique appelle tout homme, où qu'il soit, à proportion de son talent naturel, de son fond mental, à connaître la vérité. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde doit être philosophe, naturellement, mais ça veut dire que ceux qui ont la capacité de le devenir doivent affronter leur destin, leur destinée, leur destination. Et c'est ce qu'a compris le pouvoir abbasside. C'est ce que met en œuvre cette maison de la sagesse. C'est une maison pour les sages, bien entendu, faite par des sages, pour des sages, mais c'est une maison qui, au fond, va devenir un foyer pour l'humanité entière, parce que, qu'on soit à un bout ou à l'autre de cet immense empire, on peut en recevoir finalement quelques lumières, si on y est appelé. Donc je crois que là, il y a une rencontre heureuse, rare, précaire, entre le message religieux et finalement la situation de l'époque, dans tous ses aspects. Il y a des savants pour faire de la science, il y a les moyens économiques d'organiser la circulation des échanges, et puis il y a la volonté politique de le faire. Ces trois conditions sont rarement réunies, hélas, à toutes les époques de l'histoire. Recherche, débat, controverses passionnées suscitent un bouillonnement intellectuel qui exaspère les lettrés traditionalistes. Pour ces derniers, la liberté de conscience va trop loin. Elle risque de mettre en question l'omniscience divine. Un de ces lettrés, Ibn Qutayba, ridiculise en ces termes les intellectuels laïcs. Le fin du fin, pour eux, est de lire des choses sur la marche des astres, de s'intéresser à la logique, alors qu'ils ne comprennent rien à la loi de Dieu. Mais les savants pourront continuer de réfléchir, d'écrire et d'enseigner, durant 3 siècles, tant que les princes continueront de les protéger, partant du principe selon lequel les croyants doivent exercer leur propre jugement face à toutes les questions auxquelles les textes sacrés n'apportent pas de réponse explicite.
Le vrai titre de gloire de Bagdad au cours de cet âge d'or, il est là. C'est d'avoir osé penser que l'homme pouvait accéder, par l'expérience et la raison, à des vérités qui, loin d'insulter à la parole de Dieu, permettaient au contraire de l'éclairer. Que les savoirs profanes, acquis ici-bas, convergeaient naturellement vers cette parole, comme vers leur clé de voûte, dans le ciel. La poésie arabe nous montre que l'Andalousie est un pays imaginé par ses habitants. Il semblerait que ces habitants l'aient construite à l'image de leurs rêves. Alors ils ont développé l'agriculture, le jardinage, le monde urbain, la cuisine, une façon de comprendre le temps, la poésie, la relation avec les femmes, toute une série de valeurs qui, en fin de compte, représentent le rêve arabe. De nos jours, lorsqu'un arabe parle de l'Andalousie, il parle encore d'un rêve, d'une puissance, de son califat. Mais en réalité, il parle d'une grande œuvre, d'un immense décor dont le monde arabe avait besoin à cette époque pour se réaliser pleinement. Avant l'arrivée des Arabes et des Berbères, la civilisation andalouse n'existe pas. Une civilisation romaine, apparue tardivement, est présente à caractère hispanisant. À leur arrivée, les musulmans vont trouver l'Hispanie, qui est sous domination wisigoth, mais conservant les traditions culturelles et sociales du monde romain. C'est en 710 qu'un comte chrétien, Julien, se rend auprès du gouverneur musulman de l'Afrique du Nord, Moussa ibn Nusayr, pour faire miroiter à ses yeux toutes les richesses de l'Espagne. Il insiste sur la facilité avec laquelle Moussa pourrait les conquérir, du fait de l'irrémédiable décomposition politique du pays. Tenté mais hésitant devant les risques, le gouverneur consulta d'abord Damas, où le calife omeyyade finit par autoriser une simple expédition de reconnaissance, avec cette recommandation: gardez-vous bien d'exposer les musulmans au danger d'une mer démontée. Les Arabes ne possédant pas d'embarcation, c'est le comte Julien qui dut fournir les 4 bateaux sur lesquels furent transportés les 300 fantassins et 100 cavaliers qui firent la première expédition. Simple razzia, mais concluante puisqu'elle sera suivie en 711 d'une deuxième expédition beaucoup plus conséquente, sous la direction de Tariq, qui allait donner son nom au détroit, Djibal Tariq, devenu Gibraltar. Étrange spectacle que celui de cette armée de 7000 hommes, essentiellement berbères, commandée par un chef musulman avec pour conseiller un officier catholique, où les guerriers wisigoths se mêlaient aux combattants du Rif. Les succès de cette armée furent si rapides que le gouverneur Moussa décida en 712 de passer à son tour le détroit, à la tête d'une armée cette fois surtout composée d'Arabes. Il devait ensuite faire sa jonction avec les soldats de Tariq, à la hauteur de Tolède. Bientôt maître de la plus grande partie de l'Espagne, Moussa se montra d'une grande magnanimité envers ce pays dont la conquête avait été si facile. Il le récompensa en instaurant un régime des plus tolérants.
On raconte même qu'il reprocha amèrement à Tariq d'avoir inutilement versé le sang de quelques chrétiens lors de la seule vraie bataille qu'il avait eu à livrer jusqu'à Tolède. L'unification et la consolidation ultérieure du pouvoir musulman allaient être beaucoup plus laborieuses. Bien plus que les princes wisigoths, ce qui pendant longtemps menacera ce pouvoir, ce sont les rivalités internes qui le déchirent. Entre arabes et berbères, mais aussi entre différentes tribus arabes, ces rivalités se transforment souvent en combats fratricides. Sans compter, à partir de l'an 750, l'opposition entre les fidèles de la dynastie déchue des Omeyyades de Damas et les partisans du nouveau pouvoir abbasside à Bagdad. L'Andalousie sera justement le terrain de la revanche des Omeyyades sur les Abbassides. Un jeune prince omeyyade, seul rescapé du massacre de sa famille, va réussir à gagner l'Espagne et à fédérer sur son nom les principales forces musulmanes. Un émirat omeyyade est créé, avec Cordoue pour capitale, qui parviendra peu à peu à stabiliser ses bases politiques et à établir en Espagne une suprématie musulmane incontestée. Au début du Xe siècle, Abdelrahman III fera de Cordoue la capitale d'un califat rival de Bagdad. Les richesses accumulées à Cordoue au Xe siècle sont colossales. À titre d'exemple, ce cadeau qu'un noble qui vient d'être nommé vizir envoie au calife pour le remercier. 500 000 pièces d'or frappées, 400 livres d'or brut, 200 sacs de lingots d'argent, 30 pièces de soie brodée, 10 pelisses dont 7 en peau de renard blanc du Jourdain, 100 peaux de zibeline, 6 tentes d'apparat, 48 manteaux tissés de soie et de fil d'or, 100 armures de parade, 1 millier de boucliers, 100 000 flèches, 100 chevaux, 60 esclaves dont 40 hommes et 20 femmes. De cette période faste date l'essor d'une civilisation musulmane proprement andalouse, à laquelle contribuent aussi bien des musulmans que des chrétiens et des juifs. Lorsque l'on visite Tolède, on découvre une ville où cohabitent 3 cultures différentes. La culture musulmane tient une place prépondérante dans l'histoire de la ville. Lors de la conquête, les musulmans sont entrés par là. Beaucoup d'églises de Tolède ont alors été transformées en mosquées et en oratoires, les mosquées étant des lieux pour prier. Là, vous voyez le motif des colonnes. Observez ces arcs en fer à cheval. Ils sont typiques de l'art wisigoth. Mais par la suite, ils sont devenus l'emblème, le symbole de l'architecture de Cordoue. Lorsque l'on se promène dans Tolède, on découvre une symbiose culturelle présente tout au long des siècles. De nos jours, ce qui fait le charme de Tolède, c'est qu'il n'existe pas de séparation culturelle comme à Jérusalem. Chaque pierre, chaque style, qui est l'essence même de Tolède, intègre les 3 cultures, la culture juive, la culture arabe et la culture chrétienne.